Corinne Javelot, bonjour. Bonjour On Philippe. a beaucoup de plaisir à vous recevoir pour votre dernier ouvrage, La Dame de la Villa Saphir, publié chez City Éditions. Merci. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée, une histoire de famille qui intervient à une période très particulière de notre pays. C'est le lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est un peu les années folles bien évidemment. Tout le monde a envie d'oublier ce drame absolument épouvantable. Et au cœur d'une activité économique très précise, celle de la fabrication de cognac, va se nouer une intrigue un petit peu compliquée finalement. Oui, c'est ça, on est dans le contexte donc, des années 20, ces années folles qui débutent dans la station balnéaire de Royan, donc à l'époque où la station était en plein essor, en pleine effervescence. Et c'est l'histoire finalement d'une jeune veuve héritière de la Villa Saphir, dont l'époux a trouvé la mort donc, dans le bombardement de 18. Donc elle s'appelle Anaïs, Elle s'appelle son époux Anaïs, s'appelait François. c'est ça, donc François est décédé, et elle va faire la connaissance donc d'un peintre américain qui vient pour faire un petit peu la promotion de ses toiles d'art abstrait, puisqu'il se trouve qu'en ce début des années 20, c'est un peu l'art abstrait qui va être mis à l'honneur. Alors, une petite parenthèse, j'en profite pour signaler, d'ailleurs c'est bien expliqué dans votre livre, c'est une époque assez foisonnante sur le plan intellectuel, et puis ceux qui ont un petit peu d'argent, finalement, ils accueillent des artistes, parce que ça fait bien. D'ailleurs, l'héroïne de votre livre joue magnifiquement du piano, elle a été inspirée par sa mère, et donc on est dans un milieu intellectuel assez foisonnant. Voilà. On est dans un milieu intellectuel assez foisonnant. James, ce peintre, finalement, eh bien, il a un mécène à Royan, donc il est incité à venir lui aussi présenter ses toiles. Il faut savoir que la station balnéaire, en fait, elle est très près de Bordeaux, donc toute la belle société vient en villégiature aussi, donc, pour se baigner dans les eaux adoucies donc, de l'estuaire de la Gironde. La station donc en plein essor, et à partir de là, donc, une idylle va se nouer, c'est certain, entre Anaïs et ce peintre James. Mais très vite, en fait, le peintre constate qu'Anaïs, elle est torturée par des secrets de famille, et plus précisément par le mystérieux suicide de son père dans les vignobles de Cognac, qui n'a pas laissé de lettres qui auraient pu expliquer son geste. Voilà. Donc, tout au fil du roman, c'est une sorte de quête de vérité par rapport au passé de la famille d'Anaïs dans les vignobles de Cognac. Évidemment, ce peintre américain qui n'a rien à voir avec cette famille va se prêter au jeu. Il va devenir un peu complice d'Anaïs dans cette affaire. À un moment, d'ailleurs, ils se font passer pour ceux qui ne sont pas des Américains pour retourner dans le chez familial. C'est bien expliqué et on comprend bien l'ambiance de l'époque aussi. Absolument. Et puis c'est aussi un roman, je dirais, sur l'amitié franco-américaine, ce livre, parce qu'on se rend compte que James, eh bien, il est en admiration devant la culture française, puisque quand il découvre Cognac, il s'intéresse au patrimoine, il s'intéresse aux vieilles pierres. Bon, on sent qu'il y a vraiment un plaisir viscéral à tester les cognacs, à être dans cette atmosphère comme ça un peu particulière qu'il découvre grâce à Anaïs. Alors, il y a une interconnexion entre la France et les États-Unis. Oui. Les Américains sont un peu admiratifs de la culture en France et de la culture française. Oui. Et puis les Français, finalement, ils s'aperçoivent que de l'autre côté de l'Atlantique, on ne rigole pas avec le commerce. Ce sont des commerçants nés, les Américains. Oui. Et là, quelque part, d'une certaine façon, il n'y a pas de pitié. Et justement, pour continuer son enquête, elle va aller aux États-Unis pour s'apercevoir que les choses sont quand même assez différentes. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ce voyage aux États-Unis que fera Anaïs en compagnie de James, eh bien, on se rend compte que le statut de la femme est fort différent de ce qu'elle peut vivre en France. Et il y a une avancée considérable. Elles ont le droit de vote. Elle fait la connaissance de la cousine de James. Donc, on explore un peu finalement toutes les arcanes de ce monde américain, des années 20 aussi, et de la prohibition. Alors Daisy fait partie d'ailleurs du mouvement de libération des femmes aux États-Unis, et là ça rigole pas. On est aussi dans la période des suffragettes, des femmes qui s'étaient battues notamment en Angleterre, mais pas seulement pour obtenir le droit de vote, qui ne sera obtenu en France qu'avec le général de Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même assez incroyable. Voilà, donc alors en fait c'est toute une époque qui est à travers ce roman dévoilée, toutes les arcanes en fait des années 20, 25, à la fois la Saintonge et à la fois les États-Unis, donc c'est un voyage intéressant pour le lecteur. Alors la compagnie Steel Company, d'acier, avec des hommes d'affaires, alors qui ne sont pas toujours, on va dire, très droits dans leur façon de fonctionner, parce que ce qui compte, c'est de faire des affaires et de réussir, et ça, on l'a parfaitement bien compris. Vous êtes vous-même, c'est pas du tout un reproche, un peu féministe, on le voit, c'est pas le premier livre dans lequel je m'aperçois de ça. Pour vous aussi, l'écriture, c'est le moyen de dire à ces messieurs, attention, les
femmes, c'est important, il ne faut pas les oublier, et le combat n'est pas fini. Le combat n'est jamais fini, certes, mais féministe, c'est pas tout à fait le mot, si vous voulez. C'est pas péjoratif, hein. J'essaye de coller à la réalité de l'époque aussi, à travers des personnages de femmes, finalement, qui ont joué un rôle. J'essaye d'évoquer la manière dont la femme s'est émancipée au fil du temps. Et là, en l'occurrence, bon, c'est vrai que les années 20, c'est quand même une époque charnière. Donc ça, je vais en parler. Après, dire que vraiment, c'est par féminisme, non, je ne pense pas. C'est par réalisme, je pense aussi. Voilà. Et puis, il y a des messages à faire passer et vous les faites très bien passer. Vous avez eu du plaisir, j'ai l'impression, à écrire ce livre. C'est par là qu'on va terminer parce que je ne voudrais pas qu'on aille trop loin dans la façon de raconter une histoire qui doit être découverte dans ce livre. Mais puisqu'on a la chance de vous voir de temps en temps, chaque fois, j'essaie de mieux connaître nos interlocuteurs et interlocutrices. Parce que, bon, finalement, vous en êtes à quel ouvrage? Que vous en avez écrit combien? Alors, celui-ci, c'est une bonne question. J'ai dû en écrire à peu près une dizaine. Voilà, c'est ça. Et vous êtes en train d'en écrire un autre qui sera consacré... Bien sûr. Alors, c'est top secret pour l'instant. On ne va pas aller plus loin. En tout cas, merci beaucoup Corinne Javelot d'être venue nous présenter donc, cet ouvrage, dont je rappelle le titre, La Dame de la Villa Saphir. C'est publié chez Cité Éditions. Et on vous attend avec impatience pour le prochain. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe.